nous avons cherché le composant le plus fondamental de la vie, sur des planètes à des billions de kilomètres. Nous avons fixé notre regard sur le plus lointain. Mais la découverte la plus choquante est survenue quand nous avons réalisé ce que nous avions manqué de si près. Webb s'est verrouillé sur GJ 486b à 26 années-lumière de distance et a trouvé le signal attendu de la vapeur d'eau. C'était révolutionnaire, car avec une surface de 4530 degrés et une année de 36 heures, cela semblait impossible. Mais l'ironie suprême, c'est que cette preuve pourrait être une gigantesque supercherie, car l'eau ne se trouverait pas sur la planète, mais dans une tache froide à la surface même de l'étoile. Et maintenant, cette possibilité oriente la quête de la vie dans une direction totalement différente. Si vous aussi vous voulez comprendre comment la science peut passer d'un triomphe éphémère à un doute profond, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous, car nous sommes sur la ligne de crête entre dire « nous avons trouvé la vie » et dire « notre télescope se trompe ». Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru que la vitesse n'était qu'une simple formule, celle que nous avons apprise à l'école, distance divisée par temps, la vitesse d'une voiture, la durée du vol d'un avion. Tout était si simple. L'univers aussi avait sa propre limite de vitesse, environ 300 000 km par seconde. Mais un génie comme Richard Feynman est entré en scène et a révélé la vérité hallucinante qui se cachait derrière cette règle en apparence simple. Car la vitesse de la lumière n'était pas qu'un simple chiffre, c'était un taux de conversion fondamental, ancré dans les fondements mêmes de l'espace et du temps. C'était une clé qui changeait tout, car la première vérité choquante que la physique moderne nous enseigne est la suivante. L'espace et le temps ne sont pas des choses distinctes. Ils sont les deux facettes d'un tissu unique et indivisible, que nous appelons l'espace-temps. Le moyen le plus simple de le comprendre est de considérer la vitesse de la lumière comme une sorte de taux de change universel. Tout comme il existe un taux de conversion entre le dollar et l'euro. Il existe un rapport absolu entre les mètres de l'espace et les secondes du temps. Ce rapport est précisément la vitesse de la lumière. C'est pourquoi tout dans l'univers, vous, moi, les galaxies les plus lointaines, se déplacent en réalité toujours à la même vitesse constante dans l'espace-temps, la vitesse de la lumière. Cette idée semble impossible au premier abord. Mais le vrai secret réside dans la manière dont cette vitesse totale est partagée. Ce mouvement universel est comme un budget. Chaque entité dispose d'un budget de vitesse totale, de c, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, watt, à dépenser dans l'espace-temps. Si vous êtes assis dans votre fauteuil en ce moment, votre vitesse dans l'espace est de 0. C'est pourquoi vous utilisez tout votre budget de vitesse pour avancer dans la dimension temporelle. Vous vous écoulez dans le temps à la vitesse la plus élevée possible. Mais, lorsque vous vous levez et commencez à marcher, vous transférez une partie de votre budget à la dimension spatiale. Vous devez donc emprunter sur votre vitesse dans la dimension temporelle. Voilà pourquoi le temps ralentit pour vous lorsque vous accélérez. Imaginez que vous montez dans une fusée et atteignez 99,9% de la vitesse de la lumière. Vous dépensez maintenant la quasi-totalité de votre budget de vitesse pour vous déplacer dans l'espace. C'est pourquoi le temps pour vous s'arrête presque. La lumière elle-même, un photon, dépense tout son budget dans la dimension spatiale. Il ne lui reste rien à dépenser dans la dimension temporelle. C'est pourquoi, pour un photon,
le temps lui-même ne s'écoule pas. Son voyage de plusieurs milliards d'années est pour lui un événement instantané. Cette situation prouve que le temps n'est pas absolu, qu'il s'étire et se courbe en fonction de notre mouvement. Car la règle fondamentale de l'univers est de s'assurer que votre vitesse totale dans l'espace-temps soit toujours d'exactement 292 458 mètres par seconde. Mais attendez une seconde. Que se passe-t-il si un objet avec une masse essaie d'utiliser ce budget jusqu'au bout? Pourquoi ne peut-il pas se comporter comme un photon et atteindre la vitesse de la lumière? Car, pour vous empêcher d'enfreindre cette règle, l'univers dresse devant vous un mur infranchissable, la barrière de l'énergie infinie. La masse est en fait une forme condensée d'énergie. Lorsque vous accélérez un objet, vous lui ajoutez de l'énergie cinétique. Pourtant, selon la théorie de la relativité, cette énergie ajoutée augmente également l'inertie de l'objet, c'est-à-dire sa résistance au changement de mouvement. À mesure que votre vitesse augmente, la quantité d'énergie nécessaire pour vous accélérer encore un peu plus augmente de façon exponentielle. Lorsque vous atteignez 90% de la vitesse de la lumière, votre masse est ressentie comme plus de 2 fois supérieure. À 99,9%, elle est environ 22 fois supérieure au grand collisionneur de hadrons du CERN. Des quantités d'énergie colossales sont dépensées pour amener les protons à 99,99991% de la vitesse de la lumière. Mais l'énergie requise pour combler les 0,9% restants tend vers l'infini. Car pour amener un objet à la vitesse exacte de la lumière, il faut une quantité d'énergie, littéralement, infinie. Comme il n'y a pas d'énergie infinie dans l'univers, rien de massif ne peut jamais franchir cette limite ultime. Ce n'est pas un choix de l'univers, c'est une nécessité mathématique. Pourtant, Feynman n'était pas satisfait de cette réponse. Il voulait aller plus loin. Il voulait comprendre à un niveau intuitif pourquoi les particules massives ralentissent. Et cette quête l'a mené à une idée extraordinaire qu'il a appelée le modèle de l'échiquier, selon Feynman. Au niveau microscopique le plus fondamental, chaque particule se déplace en réalité toujours à la vitesse de la lumière. Oui, vous avez bien entendu, même les électrons qui vous composent se déplacent en ce moment même à la vitesse de la lumière à l'intérieur de vous. Mais avec une différence. Un photon sans masse va du point A au point B en ligne droite sans jamais s'arrêter. C'est pourquoi il se déplace aussi à la vitesse de la lumière au niveau macroscopique. Mais une particule massive comme un électron, en raison de sa masse, change constamment de direction. Elle avance, puis recule, puis avance à nouveau. Elle dessine continuellement des zigzags. Ce mouvement de bégaiement microscopique est connu sous le nom de Zitterbewegung. En raison de ce changement de direction constant, il faut beaucoup plus de temps à la particule pour arriver de A à B. Vu de l'extérieur, la vitesse moyenne de ces zigzags semble plus lente que la vitesse de la lumière. La masse n'est donc pas tant une propriété intrinsèque d'une particule qu'une conséquence de sa danse en zigzag dans l'espace-temps. La masse est le nom de ce qui empêche une particule d'aller tout droit. Un tissu spatio-temporel, un budget de vitesse universelle, un mur d'énergie infranchissable et une danse en zigzag vertigineuse dans le monde subatomique. Toutes ces couches montrent pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite, mais le pilier fondamental du fonctionnement de l'univers. Ces règles maintiennent la réalité elle-même. Mais il y a une seule loi sacrée que tout ce système complexe essaie de protéger.
Si cette loi était violée, ne serait-ce qu'un instant, la structure logique de l'univers s'effondrerait complètement, cette dernière ligne de défense qui assure que les causes précèdent les effets. Quelle est donc cette loi? Et si quelqu'un parvenait à la franchir? Comment la réalité elle-même et la réalité elle-même tomberait dans des paradoxes logiques? Car la loi la plus sacrée que la vitesse de la lumière protège est la causalité, c'est-à-dire la règle selon laquelle les causes précèdent toujours les effets. La vitesse de la lumière est comme l'agent de la circulation de l'univers. Elle détermine la vitesse maximale à laquelle un effet, une information, peut se propager d'un point à un autre. Cette limite garantit que l'univers reste cohérent, car si quelque chose pouvait aller plus vite que la lumière, pour certains observateurs, l'effet semblerait se produire avant la cause. Cela reviendrait à envoyer un message dans le passé, comme voir un verre se briser avant qu'il ne tombe par terre. Cette situation dynamiterait la logique la plus fondamentale de l'univers. C'est pourquoi la limite de la vitesse de la lumière est le dernier rempart qui maintient l'univers comme un endroit compréhensible et logique. Mais, à l'intérieur de cette forteresse logique, il y a un monde totalement contre-intuitif. Cette idée, que Feynman a appelée la formulation de l'intégrale de chemin, révèle l'une des vérités les plus déconcertantes de la mécanique quantique. Dans la physique classique qu'on nous a enseignée, un photon de lumière suit une seule ligne droite pour aller du point A au point B. Il choisit le chemin le plus court et le plus logique. Mais Feynman a montré que ce n'est qu'une illusion que nous voyons dans le monde macroscopique, car au niveau quantique, ce seul photon n'utilise pas seulement la ligne droite pour aller de A à B. Il utilise simultanément tous les chemins possibles. Oui, absolument tous les chemins. Ceux qui bifurquent à droite, qui serpentent à gauche, qui font un détour par Mars avant de revenir, et même ceux qui voyagent jusqu'à l'autre bout de l'univers et reviennent. Pour un photon, il n'y a pas un seul itinéraire. Il y a seulement un océan de possibilités infinies. Cette situation pousse les limites de notre logique, car cela signifie qu'une particule peut être partout à la fois. Comment est-ce possible? Si le photon suit une infinité de chemins, pourquoi le voyons-nous se déplacer uniquement en ligne droite? Car les mathématiques de Feynman montrent que chaque chemin a une amplitude de probabilité. Les amplitudes des chemins très proches les uns des autres s'additionnent et se renforcent mutuellement. Mais les amplitudes des chemins très différents, extrêmement sinueux, s'annulent les unes les autres. C'est comme les vagues créées par deux cailloux jetés dans un lac. En certains points, les vagues se combinent et s'élèvent. En d'autres, elles s'amortissent et aplatissent la surface. C'est pourquoi, lorsque nous regardons la somme de cette infinité de chemins, la quasi-totalité des chemins qui se renforcent se concentre autour de cette unique ligne droite entre A et B. Toutes les autres routes fantastiques s'annulent mathématiquement. En conséquence, dans le monde macroscopique, nous voyons comme si le photon n'avait choisi que le chemin le plus court. Mais ce que nous voyons en réalité, c'est la moyenne collective d'une infinité de voyages. Cela prouve qu'à la base de la réalité, il n'y a pas de certitude, mais des probabilités, car chaque particule est la somme de toutes les possibilités où elle pourrait exister. Cette situation nous ramène aux particules les plus fondamentales, surtout celles qui n'ont pas de masse. Nous comprenons maintenant mieux pourquoi une particule sans masse, comme un photon, doit toujours aller à la vitesse de la lumière, car pour elle,
Ralentir signifierait cesser d'exister. C'est une nécessité. L'énergie et la quantité de mouvement d'un photon dépendent de sa longueur d'onde. Si vous parveniez à ralentir un photon d'une manière ou d'une autre, sa quantité de mouvement et son énergie tomberaient instantanément à zéro dans tous les référentiels. Cela signifierait que la particule disparaîtrait littéralement. Pour elle, il n'y a qu'une seule option, exister à la vitesse maximale autorisée par l'univers. Elles n'ont pas le luxe de ralentir ou de s'arrêter. Les particules sans masse naissent à la vitesse de la lumière et y restent tant qu'elles existent. Car ce qui définit leur existence, c'est précisément ce mouvement à la limite. Elles sont des paquets d'énergie pure voyageant dans le tissu de l'univers et ne sont pas soumises aux contraintes de la masse. Comme être piégées dans la dimension temporelle ou faire les zigzags décrits par Feynman. Lorsque tous ces concepts s'assemblent, nous voyons que la vitesse de la lumière est bien plus qu'une simple limite. C'est un taux de conversion fondamentale entre l'espace et le temps. Un mur d'énergie infranchissable pour les êtres massifs. Un gardien de la causalité qui protège la logique de l'univers. Et une réalité macroscopique qui émerge de la danse infinie des possibilités dans le monde quantique. L'image fascinante révélée par Feynman montre à quel point l'univers est étrange et contre-intuitif. Mais elle prouve aussi à quel point il est cohérent et mathématiquement élégant. Ces cadres théoriques expliquent parfaitement le fonctionnement de l'univers sur le papier. Pourtant, la science n'est pas que théorie. La vraie question est, ces idées hallucinantes sont-elles soutenues par des observations dans le monde réel? Quelles preuves l'univers nous donne-t-il qu'il obéit à ces règles étranges? Et comment des télescopes comme le James Webb voient-ils les reflets de ces lois fondamentales aux limites les plus extrêmes? Et lorsque les télescopes ont regardé ces lois fondamentales, ce qu'ils ont vu n'était pas ce qu'ils attendaient. Pas du tout, car aussi élégantes que soient les théories, l'univers a toujours le dernier mot. Et maintenant, le vrai choc arrivait. Le télescope spatial James Webb, l'œil le plus puissant de l'humanité, s'est tourné vers une étoile lointaine. Et ce qu'il a trouvé a bouleversé tous les modèles connus, car les résultats n'étaient pas seulement surprenants. Ils étaient possibles. Le premier signal est venu de 26 années-lumière. C'était comme un murmure, mais sa signification était un cri. Les astronomes regardaient une planète rocheuse nommée JJ 486b. Et ils y ont trouvé quelque chose qui ne devait pas être là. De la vapeur d'eau. C'était une révolution en soi, car cette planète était un enfer. La température de surface était de 800 degrés Fahrenheit, soit 427 degrés Celsius. C'était une température suffisamment élevée pour faire fondre le plomb et le zinc, dans ce monde où une année ne dure que 36 heures. On ne s'attendait pas à ce qu'une atmosphère, surtout une molécule aussi fragile que l'eau, puisse exister. Le rayonnement intense de son étoile aurait dû arracher tout gaz dans le vide de l'espace il y a des milliards d'années. Mais le signal était là. 3 équipes scientifiques différentes, avec 3 méthodes différentes, ont analysé les données et toutes sont arrivées à la même conclusion. De l'eau. Une détection de vapeur d'eau impossible. Au milieu d'un enfer. La première réaction des scientifiques fut le choc et le doute, car cela pouvait être la première atmosphère jamais trouvée sur une exoplanète rocheuse. Mais l'endroit où elle se trouvait la transformait plus en une anomalie, une énigme, qu'en une découverte. Mais ce n'était que le début. La planète elle-même était un choc encore plus grand que la vapeur d'eau, car
JJ 486b n'était pas conçu pour survivre. C'était une victime. Ce monde avait une masse 3 fois supérieure à celle de la Terre. Sa taille n'était que 30% plus grande. Cela signifiait que la gravité à sa surface était presque 3 fois supérieure à la nôtre. Mais la vraie catastrophe était son orbite. La planète se trouvait à seulement 3,2 millions de kilomètres de son étoile. C'est moins d'un 50e de la distance entre la Terre et le Soleil. Et l'étoile autour de laquelle elle tournait n'était pas une étoile calme comme le Soleil. C'était une naine rouge, le type d'étoile le plus courant, mais aussi le plus violent de l'univers. Ces étoiles créent d'énormes éruptions de rayons X et des tempêtes de rayonnement ultraviolet qui déchiquettent les atmosphères de leur planète. C'est pourquoi les astronomes appellent la région autour de ce type d'étoile un cimetière d'atmosphère. JJ 486b se trouvait en plein centre de ce cimetière. Elle avait été soumise à un bombardement de radiation incessant pendant des milliards d'années. C'est pourquoi les lois de la physique disaient que cette planète devait être un rocher nu et sans air. Mais le télescope prétendait voir de la vapeur d'eau. Cette situation suggérait que la planète soit protégeait son atmosphère par un mécanisme inconnu, soit la renouvelait constamment par des éruptions volcaniques. Et alors qu'il cherchait une explication à ce tableau insensé, le fait le plus étrange est apparu. Une face de la planète était verrouillée sur l'étoile, pour toujours. Ce phénomène est appelé verrouillage par effet de marée. Tout comme la Lune nous montre toujours la même face. Cette situation divisait JJ 486b en 2 extrêmes. Un hémisphère était grillé sous un jour éternel à 800 degrés. L'autre hémisphère était condamné à une nuit glaciale et d'un noir d'encre, pouvant atteindre moins 300 degrés. La différence de température de plus de 1000 degrés entre les deux, si une atmosphère existait, aurait des conséquences inimaginables. Des vents supersoniques à plus de 1000 miles par heure auraient dû souffler pour tenter de transporter la chaleur du côté jour vers le côté nuit. C'était le temps le plus chaotique et le plus violent imaginable dans l'univers. C'est pourquoi l'idée que la vapeur d'eau non seulement existait, mais pouvait aussi rester intacte dans ces conditions infernales, invalidait tous les modèles atmosphériques existants. Cette planète n'était pas juste une anomalie, c'était un défi à la physique elle-même. C'est mais alors que le monde scientifique tentait de trouver une explication à ces impossibilités. Une toute nouvelle preuve est apparue le 24 août 2024 et a tout compliqué davantage. Une autre équipe scientifique, utilisant une technique d'observation différente, a étudié le moment où la planète passait derrière son étoile. Et leur conclusion a été une bombe. La planète n'avait pas d'atmosphère. Ou alors, elle était si fine que c'était presque la même chose que de ne pas en avoir du tout. Ces nouvelles mesures ont montré que la température du côté jour de la planète était de 865 degrés Fahrenheit. Ce chiffre correspondait parfaitement à la température que devrait avoir un simple rocher nu, sans aucune redistribution de chaleur atmosphérique. Cette découverte contredisait directement la détection de vapeur d'eau. D'un côté, il y avait un signal d'eau impossible, confirmé par 3 équipes différentes. De l'autre, des données de température concrètes montrant que la planète était un rocher sans air. La science était à la croisée des chemins. Un télescope voyait-il un fantôme? Ou bien 2 méthodes d'observation différentes nous disaient-elles 2 vérités qui ne pouvaient pas exister en même temps?
Ces résultats contradictoires ont transformé une simple histoire de découverte en un mystère qui remettait en question les méthodes les plus fondamentales de la science. Car la question n'était plus seulement « comment ?», mais aussi « quoi ?» croire. Laquelle de ces données était correcte? Un groupe de scientifiques avait-il observé une illusion? Ou l'univers lui-même essayait-il de nous dire à la fois oui et non? Et l'univers lui-même essayait de nous dire à la fois oui et non, car la réponse pouvait se cacher non pas sur la planète, mais sur l'étoile elle-même. Cette explication alternative a mis sur la table la possibilité d'une illusion cosmique qui pourrait tout changer. Les taches stellaires froides, tout comme notre Soleil, la surface de l'étoile naine rouge, nommée JG 486, présente des régions plus froides et plus sombres. Mais, sur les naines rouges, ces taches peuvent être beaucoup plus extrêmes. Comparées à la surface de l'étoile, à 6000 degrés Fahrenheit, Warheska, ces taches peuvent descendre jusqu'à 4000 degrés Fahrenheit. Et cette différence de 2000 degrés permet l'existence de molécules d'eau. Car alors que notre Soleil est trop chaud pour la vapeur, les taches froides des naines rouges permettent à la vapeur d'eau de s'accumuler. C'est pourquoi le télescope n'a peut-être pas vu la lumière filtrant à travers l'atmosphère de la planète, mais la lumière d'une tache froide et aqueuse qui se trouvait juste derrière, au moment où la planète passait devant l'étoile. C'était une théorie géniale qui pouvait expliquer les deux observations en même temps. La planète n'avait effectivement pas d'atmosphère, donc sa température était la même que celle d'un rocher nu. Mais, comme les taches stellaires contenaient de la vapeur d'eau, le télescope avait détecté un signal d'eau. Ce n'était pas une découverte. C'était un tour de magie cosmique. Mais, le mécanisme derrière ce tour n'était pas de la magie, mais de la physique pure. Et cette physique a prouvé une fois de plus à quel point les naines rouges sont dangereuses. Car ces étoiles ne se contentent pas de détruire les atmosphères. Elles trompent aussi les chasseurs de planètes. Leurs champs magnétiques sont des centaines de fois plus puissants que celui du Soleil. Ces champs magnétiques créent des taches gigantesques qui peuvent te couvrir de 10 à 20% de la surface de l'étoile, si la même proportion de taches se trouvait sur la surface du Soleil. Cela signifierait une diminution de 10% de l'énergie arrivant sur Terre et le déclenchement d'une ère glaciaire. Ces taches se déplacent avec la rotation de l'étoile sur son axe. JJ 486 effectue un tour en quelques semaines. C'est pourquoi, pendant le transit d'une heure de la planète, le motif des taches derrière elle est presque constant. Cette situation expliquait pourquoi les scientifiques avaient vu un signal d'eau cohérent lors de deux observations différentes, car la planète, par chance, Kropotker, avait pu passer devant des groupes de taches similaires lors des deux transits. Ou alors, la surface de l'étoile était tellement couverte de taches que la planète produisait toujours un signal de vapeur d'eau, où qu'elle aille. Comme l'a dit Sarah Moran, la situation était un vrai dilemme. Nous voyons un signal qui appartient quasi certainement à de l'eau. Mais nous ne pouvons pas encore dire si cette eau se trouve dans l'atmosphère de la planète ou si elle vient de l'étoile elle-même. Cette incertitude représentait l'une des plus grandes frustrations pour les astronomes, car cette frustration était le résultat d'une chasse qui durait depuis des décennies. Les astronomes avaient trouvé des centaines d'atmosphères sur des géantes gazeuses et des Jupiters chauds. Mais est-ce, sur un monde rocheux, une planète semblable à la Terre? Ils n'en avaient pas encore trouvé une seule. C'est pourquoi la possibilité que JJ 486b abrite la première atmosphère avait tenu toute la communauté en haleine.
Si même une planète aussi infernale pouvait retenir une atmosphère, quel serait le potentiel des milliards de planètes plus tempérées de la galaxie? Cette seule découverte aurait pu augmenter de façon exponentielle le nombre de mondes habitables dans l'univers. Car la capacité d'une planète à conserver son atmosphère est la condition première et la plus fondamentale pour qu'elle puisse abriter la vie. Sans atmosphère, l'eau liquide ne peut pas exister. Aucune protection contre les radiations n'est possible. Et aucun équilibre de température ne peut être établi. C'est pourquoi ce signal ambigu sur GG 486b allait déterminer non seulement le destin d'une planète, mais aussi le destin potentiel de milliards de mondes dans la galaxie. Ce potentiel nous amène aux habitants les plus pérennes de l'univers. Les naines rouges. Ces étoiles peuvent vivre 1000 fois plus longtemps que des étoiles comme le Soleil. Environ 10 trillions d'années. Comme l'univers lui-même n'a que 14 milliards d'années. Jusqu'à présent, aucune naine rouge n'est morte de vieillesse. Elles sont toutes encore dans la fleur de leur jeunesse cosmique ou de leur âge mûr. Cette durée de vie incroyable offre un temps quasi infini pour que la vie évolue sur les planètes qui les entourent. Si ces planètes peuvent d'une manière ou d'une autre conserver ou renouveler leur atmosphère, chronatos, elles peuvent fournir un environnement stable pour le développement de la vie pendant des milliards, voire des trillions d'années. C'est une échelle de temps que l'humanité ne peut même pas imaginer. C'est pourquoi les scientifiques s'intéressent de si près à savoir si GG 486b a une atmosphère. Car la réponse pour cette seule planète pourrait déterminer si les endroits les plus courants pour la vie dans l'univers sont les systèmes de naines rouges. D'un côté, une planète infernale, de l'autre, une étoile trompeuse, et au milieu, le fantôme d'une atmosphère perdue, recherchée depuis des décennies mais jamais trouvée. Ces découvertes ne nous ont pas seulement donné de nouvelles réponses, elles nous ont aussi posé des questions que nous n'avions jamais posées auparavant. Nous nous demandons maintenant non seulement à quoi ressemble une planète, mais aussi comment une étoile peut l'imiter. Mais, pour comprendre ce tableau complexe, nous devons savoir comment les scientifiques capturent ces signaux incroyablement faibles. Comment séparent-ils ces murmures cosmiques du bruit assourdissant des étoiles? Comment les télescopes réussissent-ils cette tâche impossible? Et surtout, la technologie qui révélera cette différence critique entre l'atmosphère d'une planète et une tache stellaire. Mais comment fonctionne la technologie qui révélera cette différence critique? Quel est le secret de cette incroyable précision? Ralentissons. Passons des découvertes choquantes au cœur de la technique qui les a rendues possibles. Car la science ne s'intéresse pas seulement à ce que nous trouvons, mais aussi à la manière dont nous le trouvons. Et la méthode utilisée dans cette histoire est au moins aussi révolutionnaire que la découverte elle-même. Tout est question de pouvoir écouter les histoires que la lumière raconte. Chaque photon porte les traces de son voyage de milliards de kilomètres. Et la tâche des scientifiques est de lire correctement ces traces. L'outil le plus puissant pour cette lecture est une technique appelée spectroscopie de transit. On peut comparer cette méthode à l'observation d'un coucher de soleil derrière une forêt. Lorsque le soleil est directement visible, sa lumière est brillante et non filtrée. Mais, lorsque le soleil passe derrière les arbres, la lumière nous parvient en étant filtrée par les feuilles, les branches et les molécules de l'air. Pendant ce filtrage, certaines couleurs sont absorbées, d'autres continuent leur chemin. C'est pourquoi la lumière qui vous parvient n'est plus la lumière originale du soleil.
C'est un message qui porte l'empreinte digitale chimique de la forêt. La spectroscopie de transit fait exactement cela. Les astronomes attendent ce moment précieux où une planète passe devant son étoile. Pendant ce transit, une infime partie de la lumière de l'étoile est filtrée par l'atmosphère de la planète avant d'atteindre le télescope. Si la planète n'a pas d'atmosphère, la lumière de l'étoile diminue juste un tout petit peu. Mais, s'il y a une atmosphère, les différentes molécules de gaz de cette atmosphère absorbent des couleurs spécifiques de la lumière, c'est-à-dire des longueurs d'onde spécifiques, tout comme les feuilles dans la forêt. La vapeur d'eau absorbe certaines régions du spectre infrarouge, le dioxyde de carbone absorbe d'autres régions, et le méthane en absorbe d'autres qui lui sont propres. C'est pourquoi, dans la lumière qui atteint le télescope, certaines couleurs sont manquantes. Les astronomes peuvent analyser ces couleurs manquantes pour déduire la recette chimique de l'atmosphère de ce monde lointain. C'est l'équivalent de sentir l'air d'un monde à 26 années-lumière, soit environ 246 trillions de kilomètres. James Webb a été conçu pour utiliser cette technique avec une précision jamais atteinte auparavant. Car le télescope est focalisé sur la lumière infrarouge, invisible à l'œil humain. Cette gamme couvre les longueurs d'onde où les molécules clés pour la vie, comme l'eau, le méthane et le dioxyde de carbone, laissent leurs empreintes les plus fortes. Son instrument NIRSPEC décompose la lumière en un arc-en-ciel de longueur d'onde entre 0,6 et 5,3 microns et détecte les lignes sombres, c'est-à-dire les raies d'absorption, dans cet arc-en-ciel. C'est pourquoi les photons collectés pendant le transit d'une heure de JJ 486b ont révélé non seulement l'existence de la planète Shrigant, mais potentiellement les secrets de son atmosphère. Mais, lire ces secrets, c'est comme essayer d'entendre un murmure dans un concert de rock, car les étoiles sont incroyablement brillantes. Une étoile émet des milliards de fois plus de lumière que la planète en orbite autour d'elle. C'est pourquoi essayer de voir une planète directement, c'est comme essayer de distinguer une luciole à côté d'un phare de voiture. L'éclat de l'étoile engloutit tout. C'est là qu'une technologie ingénieuse appelée coronographe entre en jeu. Un coronographe est en fait une paire de lunettes de soleil, extrêmement sophistiquées, placées à l'intérieur du télescope. Sa tâche est de bloquer avec précision la lumière provenant du centre de l'étoile, tout en laissant la faible lumière de la planète juste à côté atteindre les détecteurs. Vous pouvez comparer cela au fait de cacher le soleil avec votre main pour essayer de voir un oiseau à côté. Mais, un coronographe le fait avec une précision de l'ordre du micron. Les coronographes du James Webb utilisent des masques avec des motifs mathématiques complexes ou des miroirs à angles spéciaux. Lorsque la lumière de l'étoile frappe ce masque, les ondes lumineuses interagissent de manière destructive et s'annulent. Ainsi, la luminosité de l'étoile est réduite de milliers, voire de millions de fois. Mais, la lumière de la planète, arrivant sous un angle différent, n'est pas affectée par cette annulation et continue son chemin. Cependant, pour que cette technique fonctionne, les optiques du télescope doivent être presque parfaites. La moindre imperfection sur les miroirs, le moindre changement de température ou vibration peut créer de faux signaux ressemblant à une planète. C'est pourquoi les ingénieurs passent des années à calibrer ces instruments. Ils apprennent à quoi ressemblent les faux signaux en regardant des étoiles connues sans planète. Et ils confirment que le système fonctionne correctement en observant des étoiles avec des planètes connues. Dans le cas
de Gigi 486b. Un coronographe n'était pas nécessaire car la planète passait devant l'étoile. Mais, pour imager directement les milliards d'autres planètes qui ne transitent pas, cette technologie est une nécessité absolue. Alors, comment les scientifiques distinguent-ils un signal provenant de l'atmosphère de la planète d'un signal provenant de l'étoile elle-même? C'est la partie la plus difficile de la mission. Et la réponse réside dans l'utilisation conjointe des différents instruments du télescope. Dans le cas de Gigi 486 BXN, le NIRSPEC qui a fait la première observation, couvre une large gamme du spectre infrarouge. Mais sa sensibilité diminue aux longueurs d'onde plus courtes, en dessous de 1,0 micron. Et par une ironie du sort, la plus grande différence entre les scénarios d'atmosphère planétaire et de taches stellaires apparaît précisément dans cette région faible. Car la vapeur d'eau dans une atmosphère planétaire à 800 degrés et la vapeur d'eau dans l'environnement d'une tache stellaire à 4000 degrés absorbent la lumière différemment. Les modèles informatiques montrent que la vapeur d'eau planétaire forme une courbe ascendante en dessous de 1,0 micron, tandis que la vapeur de la tache stellaire forme une courbe descendante. NIRSPEC peut à peine voir cette différence. C'est pourquoi les résultats sont restés incertains. C'est là qu'un second instrument, appelé NIRISS, entre en jeu. NIRISS est beaucoup plus sensible précisément dans cette gamme de longueurs d'onde courtes critiques, c'est-à-dire entre 0,6 et 2,8 microns. Il peut voir clairement cette fine ligne qui sépare les deux scénarios. Si le signal de l'eau se renforce aux courtes longueurs d'onde, c'est la preuve qu'il vient de l'étoile. Mais s'il s'affaiblit ou disparaît complètement, c'est une forte indication qu'il appartient à la planète. C'est pourquoi l'équipe scientifique a prévu des observations supplémentaires avec NIRISS pour résoudre le mystère. Car combiner les données de ces deux instruments, c'est comme comparer les témoignages de deux témoins différents pour résoudre une affaire. Chacun raconte une partie différente de l'histoire. Et ce n'est que lorsque les deux sont réunis que l'image complète apparaît. Créer cette image complète nécessite non seulement différents instruments, mais aussi des méthodes d'observation complètement différentes. La spectroscopie de transit examine les couches supérieures de l'atmosphère lorsque la planète est devant l'étoile. Mais une seconde méthode, appelée spectroscopie d'éclipse secondaire, fait tout le contraire. Elle observe le moment où la planète passe derrière l'étoile. Lorsque cela se produit, la luminosité totale du système diminue très légèrement, car nous ne voyons plus la lumière thermique émise par la planète elle-même. En mesurant la quantité de cette baisse de luminosité à différentes longueurs d'onde, les scientifiques peuvent déterminer la température du côté jour de la planète et la composition chimique de son atmosphère. Si la planète a une atmosphère dense, cette atmosphère devrait répartir la chaleur autour de la planète, réduisant ainsi la température maximale du côté jour. L'article publié le 24 août 2024 a utilisé exactement cette technique. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la température de la planète était d'environ 865 degrés Fahrenheit. Ce chiffre correspondait presque parfaitement à la température théorique que devrait avoir un rocher complètement nu, sans aucune redistribution de chaleur. C'est pourquoi les données de l'éclipse secondaire impliquaient fortement qu'il n'y avait pas d'atmosphère, Kigaros, ou qu'elle était très fine. Le fait que ces deux méthodes différentes donnent des résultats contradictoires a approfondi le mystère, car l'une regardait les couches les plus hautes et les plus fines de l'atmosphère, tandis que l'autre examinait les couches plus profondes
et la chaleur émise par la surface. La planète avait-elle seulement une fine couche de vapeur d'eau à très haute altitude? Difficile à détecter? Ou la première observation était-elle une illusion complète? Répondre à ces questions nous oblige à comprendre non seulement les secrets de cette planète, mais aussi les limites et les capacités de ces méthodes de pointe. Car chaque technique éclaire une facette différente de l'univers. Et parfois, ces facettes nous racontent des histoires qui semblent ne pas pouvoir exister en même temps. Mais la tâche de la science est de rassembler ces histoires contradictoires et de trouver la vérité unique et cohérente qui se cache en dessous. Et pour trouver cette vérité, nous avons besoin de moyens encore plus sophistiqués d'analyser les données. Car parfois, la réponse ne réside pas seulement dans ce que vous regardez, mais dans la façon dont vous le regardez. Et la façon dont vous le regardez change tout. Car lorsque les données brutes arrivent du télescope sur Terre, elles ne sont qu'un bruit inintelligible, une cacophonie créée par des milliards de photons, de rayons cosmiques et d'imperfections instrumentales. C'est pourquoi les scientifiques utilisent une série de techniques d'analyse ingénieuses pour extraire de ce bruit cette mélodie faible, ce murmure provenant de l'atmosphère d'une seule planète. Ces techniques sont aussi importantes que le télescope lui-même. Ce sont les moteurs invisibles qui transforment les données en informations. Le premier de ces moteurs, et peut-être le plus important, est un principe au cœur de la méthode scientifique, la réplication. C'est-à-dire que pour qu'un résultat soit fiable, il doit être confirmé par différentes personnes avec des méthodes différentes. Vous pouvez comparer cela à 3 détectives différents, enquêtant sur une affaire complexe. Un détective se concentre sur les empreintes digitales. Le deuxième examine les images des caméras de sécurité. Le troisième recueille les témoignages. Si tous les 3, indépendamment les uns des autres, désignent le même suspect, la probabilité que ce suspect soit coupable augmente de manière écrasante. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de JG 486b. Après que les données ont été rendues publiques, 3 groupes de recherche indépendants ont fait passer ces données par leur propre système d'analyse. L'un a utilisé la technique de corrélation croisée, qui compare mathématiquement le spectre observé avec les modèles théoriques de différentes molécules. Le deuxième a appliqué une méthode statistique appelée analyse bayésienne, qui calcule les probabilités de différentes compositions atmosphériques. Le troisième a eu recours à la modélisation de récupération, qui exécute des millions de simulations pour trouver les paramètres atmosphériques qui correspondent le mieux aux données. Et de manière surprenante, les 3 détectives ont désigné le même suspect: la vapeur d'eau. La probabilité que les 3 méthodes convergent par hasard sur la même molécule était presque nulle. Cette situation a incroyablement renforcé la confiance dans la réalité du signal. Mais le fait que les 3 n'en aient pas pu distinguer avec certitude entre la planète et la tache stellaire montrait aussi à quel point le mystère était profond. Mais ces analyses ne se contentent pas de comparer les données existantes. Elles testent également l'avenir en créant des univers virtuels. Ce deuxième mécanisme est la modélisation informatique. Pour comprendre un système observé, les scientifiques le recréent numériquement dans un environnement informatique. C'est comme un architecte qui fait un modèle en 3D d'un bâtiment avant de le construire. Sur ce modèle, l'architecte peut tester la charge du vent, la résistance au séisme et la durabilité des matériaux. Les astronomes font la même chose. Pour JJ 486b, ils ont créé 2 jumeaux numériques principaux,
Dans le premier modèle, la planète avait une atmosphère riche en vapeur d'eau. Cette simulation, en tenant compte de facteurs comme la température de 800 degrés Fahrenheit, la gravité de la planète et le rayonnement de l'étoile, a calculé comment une telle atmosphère absorberait la lumière de l'étoile. Le deuxième modèle a simulé un scénario complètement différent. La planète n'avait aucune atmosphère, mais la surface de l'étoile était couverte de taches froides à 4000 degrés Fahrenheit contenant de la vapeur d'eau. Ce modèle a également calculé le type de signal que le télescope verrait lorsque la planète passerait devant ces taches. Et le résultat a été le point clé de l'affaire. Les deux modèles ont produit une signature spectrale, presque identique dans la gamme de 1 à 5 microns, observée par l'instrument NIRSPEC de Webb. Les données correspondaient si bien aux deux scénarios qu'il était statistiquement impossible de les distinguer. C'était un pas de géant par rapport aux anciennes méthodes, car auparavant, les scientifiques ne pouvaient presque que dire « c'est une possibilité », alors que maintenant, ils peuvent modéliser numériquement à quoi ressemblerait exactement cette possibilité et la comparer directement aux données. Ce mécanisme, même s'il ne résout pas un mystère, donne le pouvoir de tracer les limites de ce mystère avec une précision sans faille. À la base de cette précision se trouve la pureté des données elles-mêmes, ce qui nous amène au troisième et plus fondamental mécanisme, les pipelines de calibration des données. Le télescope James Webb produit des centaines de gigaoctets de données brutes lors d'une observation. Lorsque ces données arrivent à l'Institut des sciences du télescope spatial à Baltimore, elles contiennent non seulement le signal réel, mais aussi beaucoup de déchets. C'est comme un enregistrement audio brut fait lors d'un concert. L'enregistrement contient non seulement la voix du musicien, mais aussi la toux du public, le bourdonnement de la climatisation et le bruit électronique propre au microphone. Un ingénieur du son prend cet enregistrement brut et le transforme en une chanson écoutable en nettoyant le bruit, en le filtrant et en l'équilibrant. Les pipelines de calibration des données font exactement ce travail. Ces systèmes logiciels automatisés prennent les données brutes entrantes et appliquent une série de corrections. Ils corrigent les imperfections des détecteurs du télescope. Ils nettoient les points lumineux aléatoires créés par les rayons cosmiques venus de l'espace. Et ils éliminent les distorsions causées par les changements de température ou les vibrations internes du télescope. Sans ce processus, le spectre analysé par les scientifiques ne serait pas fiable. Une raie d'absorption qu'ils verraient pourrait ne pas provenir de l'eau dans l'atmosphère d'une planète lointaine, mais d'une erreur dans le détecteur même du télescope. Alors que ce processus était plus simple et parfois manuel sur les télescopes de la génération précédente. L'incroyable complexité de Webb et le volume de données qu'il produit ont rendu ces pipelines automatisés très avancés une nécessité. C'est pourquoi, lorsqu'un scientifique commence à analyser un spectre, il regarde en fait le produit final de ce processus de nettoyage méticuleux qui a duré des heures. Ce mécanisme est le fondement de la science, car il nous assure que ce que nous voyons est réel. Des vérifications par des équipes indépendantes, des simulations numériques testant des théories concurrentes et des processus de calibration précis purgeant les données du bruit. Toutes ces techniques réunies permettent à l'humanité de voir l'univers avec une clarté sans précédent. Elles nous disent non seulement ce que font les planètes et les étoiles, mais aussi comment nous pouvons leur faire confiance. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est que ces outils incroyablement puissants ne sont qu'un début. Ils n'existent pas seulement pour résoudre des problèmes connus, mais aussi pour ouvrir la porte à de nouvelles possibilités que nous ne pouvons même pas imaginer.
jusqu'à présent. Nous avons utilisé ces techniques pour comprendre un enfer, un monde hostile à la vie. Mais que se passerait-il si nous prenions ces mêmes outils, cette même précision, et que nous les dirigions vers une cible complètement différente? Et si nous utilisions cette puissance incroyable pour étudier une planète semblable à la Terre, un monde en orbite dans la zone habitable? Car ces outils, en fin de compte, ont été conçus pour poser la question la plus fondamentale de l'humanité. Sommes-nous seuls? Et ce que nous trouverons en cherchant la réponse à cette question. Et ce que nous avons trouvé en cherchant la réponse à cette question. A secoué non seulement les théories, mais la réalité elle-même. Car tout ce que nous avons raconté jusqu'à présent n'était qu'une préparation, un tour de chauffe. Nous arrivons maintenant au plus profond de la science, à ces moments qui repoussent les limites de l'esprit humain, qui réécrivent le tissu de la réalité. Le rythme s'accélère, les enjeux augmentent, car nous avons maintenant atteint le point culminant. Et maintenant, le vrai miracle arrive. C'était impossible. C'était contre toute logique. Mais c'était réel. L'idée la plus audacieuse de Feynman, le cœur de l'électrodynamique quantique, décrivait le voyage d'une seule particule. Mais cela ne ressemblait à aucun voyage que nous connaissions. Car tout ce que la physique classique nous avait enseigné était faux. Un photon, allant du point A au point B. Ce que nous voyons est une seule ligne droite. Mais les mathématiques de Feynman ont révélé une folie incroyable qui se déroulait en coulisses. Ce seul photon, à ce seul instant, utilisait tous les chemins possibles pour aller de A à B. Pas seulement quelques chemins, pas seulement des milliers de chemins, une infinité de chemins, simultanément. Ce photon essayait une route qui contournait Jupiter. Il suivait un itinéraire tangent au trou noir au centre de notre galaxie. Il empruntait même des chemins insensés qui voyageaient en arrière dans le temps. Chaque possibilité, chaque route inimaginable faisait partie de la réalité de ce seul photon. C'était la première fois dans l'histoire que l'on prouvait qu'une particule n'avait pas une seule identité, qu'elle était la somme de possibilités infinies. Cette idée a transformé le concept d'onde de probabilité en une réalité concrète. Cette unique et ennuyeuse ligne droite que nous voyons dans notre monde macro n'était en réalité qu'une moyenne, le résultat de cette danse cosmique infinie, de ces milliards de chemins se renforçant et s'annulant mutuellement. Ce n'était qu'une illusion. Cette découverte a provoqué un séisme dans le monde scientifique, car elle a prouvé qu'à la base de l'univers, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités, et la réalité est le résultat qui naît de cet océan de possibilités infinies. Plus rien n'était certain. Tout pouvait simplement être. Mais, parmi ces possibilités infinies, il y avait une certitude, une règle, concernant le temps lui-même. Et ce fut peut-être le plus grand choc. Le temps s'était arrêté. Totalement. Pour un photon, le temps ne s'écoule pas. Pour lui, le début et la fin sont le même instant. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une conséquence inévitable de l'une des lois les plus fondamentales de l'univers. Pour tout ce qui voyage à la vitesse de la lumière, le temps lui-même cesse d'exister. Pensez à un photon né au début de l'univers, seulement 380 000 ans après le Big Bang. Ce photon a traversé l'univers de part en part pendant 13,8 milliards d'années. Il a traversé les galaxies. Il a été témoin de la naissance et de la mort des étoiles. Et finalement, aujourd'hui, il a frappé le miroir du télescope James Webb. Pour nous,
Ce voyage a duré 13,8 milliards d'années. Mais, dans le propre référentiel de ce photon, le temps écoulé était exactement de 0. 0 seconde. 0 nanoseconde. Le voyage, pour lui, était un événement instantané. Aucun temps ne s'est écoulé entre le moment de sa naissance et le moment de sa mort. C'était la conséquence la plus extrême et la plus hallucinante de la théorie de la relativité d'Einstein. Un être qui dépense tout son budget de vitesse dans l'espace n'a plus aucune part à consacrer à l'avancement dans la dimension temporelle. Cette découverte a complètement détruit la perception humaine du temps, car elle a prouvé que le temps n'est pas une horloge universelle et absolue. C'est un concept flexible qui ralentit, s'accélère et peut finalement s'arrêter complètement en fonction du mouvement. Cette situation a montré que même le mot « maintenant » n'a pas de signification universelle. Tout dépend de à qui vous demandez. Et pour protéger cette règle, l'univers a érigé devant nous le plus grand mur, la dernière frontière, le mur de l'infini. Car rien de ce qui a une masse n'est autorisé à atteindre ce mur. Ce n'était pas seulement une limite de vitesse, c'était une loi de l'univers. À mesure qu'un objet massif approche de la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire pour l'accélérer encore un peu plus atteint des niveaux ahurissants. C'est un fait prouvé chaque jour au CERN, dans le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules de l'histoire. Le grand collisionneur de Hadron, là. Les protons sont accélérés dans un tunnel de 27 km, y tournant 11 245 fois par seconde, et la vitesse finale qu'il atteigne est de 99,991% de la vitesse de la lumière. Presque parfait, presque la vitesse de la lumière. Mais, combien d'énergie faudrait-il pour combler cette dernière? Cette impossible petite différence de 0,009%? La réponse, l'infini. Littéralement, l'infini. Pour amener un proton exactement à la vitesse de la lumière, même l'énergie totale de toutes les étoiles de l'univers ne suffirait pas. Ce n'était pas une insuffisance de la technologie, c'était une règle imposée par la réalité elle-même. Les lois de la physique interdisaient à la masse d'atteindre la vitesse de la lumière, car à ce point, la masse elle-même deviendrait infinie, et cela déchirerait le tissu de l'univers. Cette découverte a donné l'une des leçons les plus amères à la science. Dans l'univers Saptas, certaines portes resteront fermées pour toujours, et la porte de la vitesse de la lumière était la plus grande de toutes. Mais Feynman a regardé ce mur et a demandé « Pourquoi ? Pourquoi la masse était-elle si spéciale ?» Et sa réponse a tout changé, car la masse était une illusion, un mensonge, du moins de la manière dont nous la comprenions. Le modèle de l'échiquier de Feynman a offert l'explication la plus radicale et la plus choquante de l'histoire sur ce qu'était réellement la masse. Il a dit que la masse n'est pas une propriété intrinsèque d'une particule, c'est juste un mouvement en zigzag incroyablement rapide. Selon ce modèle, même une particule massive comme un électron, au niveau le plus fondamental, se déplaçait toujours à la vitesse de la lumière, à chaque instant, mais pas en ligne droite comme un photon. Elle allait constamment en avant et en arrière, à droite et à gauche, un instant en avant, un instant en arrière. Cette danse vertigineuse, ce Zitterbewegung ou mouvement de tremblement, se produisait environ 10 puissance 21 fois par seconde. C'est 1 trillion de fois 1 milliard. En raison de ce changement de direction incroyablement rapide, la vitesse nette de la particule dans le monde macroscopique semblait plus lente que la vitesse de la lumière. La masse n'était rien d'autre qu'une mesure de ce mouvement en zigzag. Plus une particule zigzaguait, plus sa masse était grande.
cela a détruit d'un seul coup des milliers d'années de philosophie et de science sur la matière. Car cela a prouvé que ce que nous appelons matière n'est en fait pas solide et statique. C'est de l'énergie pure, piégée en un point, dansant à la vitesse de la lumière. Cette découverte a obligé le monde scientifique à réécrire son concept le plus fondamental, le concept de masse. Car nous savons maintenant que chaque atome qui nous compose n'est en fait qu'une symphonie de milliards de particules vibrant à la vitesse de la lumière. La théorie des chemins infinis. Un univers où le temps s'arrête, un mur d'infini infranchissable, et la matière qui n'est qu'une illusion. Ces 4 idées révolutionnaires étaient les piliers de la physique du XXe siècle. Chacune d'entre elles, à elle seule, avait le pouvoir de changer à jamais la perception de la réalité de l'humanité. Mais, toutes réunies, elles révélaient un motif beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, que nous disaient ces 4 vérités impossibles, ces 4 lois cosmiques sur la nature ultime de l'univers. Car tous ces chemins semblaient mener à une seule destination. Toutes ces règles semblaient conçues pour protéger une seule chose, la logique la plus fondamentale de l'univers. Et ce dernier secret qui se cache aux limites de cette logique. Et ce dernier secret qui se cache aux limites de cette logique n'était autre que le plus grand agent de la circulation de l'univers, la causalité. Car toutes ces règles insensées, toutes ces vérités qui semblèrent impossibles, existaient pour protéger une seule chose, que les causes précèdent toujours les effets. C'était la loi la plus fondamentale, la plus sacrée de l'univers. Et la vitesse de la lumière était le gardien ultime de cette loi, car si une information, un effet, pouvait voyager plus vite que la lumière, cette loi serait instantanément réduite en miettes, et un univers où cette loi serait détruite serait inimaginable, un cauchemar, un paradoxe, car la communication plus rapide que la lumière signifierait envoyer des messages dans le passé. Ce n'était pas seulement une fantaisie de science-fiction, c'était la conclusion la plus déconcertante, la plus inévitable des équations de la relativité d'Einstein. Si vous pouviez envoyer un signal plus rapide que 300 000 km par seconde. Ce signal, squat, pour certains observateurs, remonterait le temps. Cela signifierait que la victime tomberait avant que la balle du tireur n'atteigne sa cible. Cela signifierait voir un verre se briser avant qu'il ne tombe. Vous pourriez changer le cours de l'histoire. Vous pourriez empêcher votre propre naissance. La logique elle-même, le tissu de l'univers, se dissoudrait complètement. La limite de la vitesse de la lumière n'est pas une limitation de vitesse. C'est un mur que l'univers a construit pour se protéger des paradoxes, de l'effondrement logique. Un pare-feu. C'est pourquoi il ne peut y avoir la moindre fissure dans ce mur, car cette fissure serait la fin de la réalité elle-même. C'était l'une des conclusions les plus profondes et les plus terrifiantes de la science. Pour que l'univers puisse exister, il devait y avoir une limite à l'information. Et cette limite, c'était la vitesse de la lumière. Mais cette limite a révélé 2 facettes différentes de l'univers, 2 réalités différentes, ceux qui ont une masse et ceux qui n'en ont pas. Et cette distinction était le dilemme le plus fondamental de l'existence, car les particules sans masse n'étaient pas soumises à ces règles, du moins, pas de la manière dont nous le comprenons. Les photons, les gluons, ils étaient les messagers purs de l'univers, et ils n'avaient qu'un seul destin, aller toujours, mais toujours, à la vitesse de la lumière. Ralentir n'était pas une option pour eux. Car ralentir, c'était disparaître. La quantité de mouvement et l'énergie d'une particule sans masse dépendent entièrement de sa vitesse.
si un photon ralentissait, son énergie tomberait instantanément à zéro. Et quelque chose sans énergie ne peut pas exister. C'est pourquoi, pour eux, il n'y avait qu'une seule forme d'existence. Voyager à la vitesse maximale autorisée par l'univers. Ils vivent à cette frontière absolue où le temps est complètement arrêté, où la distance n'a plus de sens. Les êtres massifs, c'est-à-dire nous, l'univers, les planètes, les étoiles, sont piégés dans cette voie lente où le temps s'écoule lentement, où les distances ont un sens. Il n'y avait pas de passage entre ces deux mondes. Une chose massive ne pourrait jamais atteindre la vitesse de la lumière, et une chose sans masse ne pourrait jamais ralentir. C'était la distinction la plus fondamentale, la plus nette de l'univers. Cette découverte a montré au monde scientifique qu'il y avait deux modes d'existence, l'un soumis au temps, l'autre complètement au-delà du temps. Et nous, êtres mortels, étions condamnés à rester toujours du premier côté. Et cette condamnation nous a ramenés à notre question la plus fondamentale, à ce grand pourquoi au centre de tout. Pourquoi l'espace et le temps sont-ils liés? Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle si spéciale? Car l'idée la plus révolutionnaire de la physique moderne était peut-être la plus simple. L'espace et le temps n'étaient pas des choses séparées. Ils étaient différentes directions d'un seul tissu quadridimensionnel que nous appelons l'espace-temps. Et la vitesse de la lumière était une propriété de ce tissu lui-même. Ce n'était pas seulement une vitesse, c'était un taux de conversion, un taux de change universel entre les mètres et les secondes. C'était le plus grand changement de paradigme de l'histoire, car cela signifiait que tout dans l'univers, mais absolument tout, se déplaçait en réalité toujours à la vitesse de la lumière. Vous, moi, une pierre immobile en ce moment, nous voyageons tous dans ce tissu quadridimensionnel à exactement 299 792 458 mètres par seconde. Mais cette vitesse totale est partagée entre les dimensions spatiales et la dimension temporelle. Si vous êtes immobile dans l'espace, vous utilisez tout votre budget de vitesse pour avancer dans la dimension temporelle. Mais lorsque vous accélérez dans l'espace, vous empruntez sur votre vitesse dans la dimension temporelle. C'est pourquoi les horloges qui vont vite ralentissent. Et si vous atteignez la vitesse de la lumière, vous avez dépensé tout votre budget dans la dimension spatiale. Il ne reste plus rien à dépenser pour la dimension temporelle. Et le temps s'arrête pour vous. Ce n'était pas seulement une métaphore, c'était la géométrie même de l'univers. Cette découverte a secoué la science à ses fondations, car elle a cessé de faire de la vitesse quelque chose qui consistait simplement à aller d'un endroit à un autre. La vitesse était désormais un mécanisme universel qui contrôlait le flux du temps. Une loi de causalité protégeant un mur d'infini, des particules avec seulement deux destins, et un budget de vitesse universel déterminant le flux du temps. Toutes ces découvertes épiques, insensées, ont changé à jamais la vision de l'humanité sur l'univers. Elles ne nous ont pas seulement donné des réponses, elles nous ont posé de nouvelles questions que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant. Elles nous ont forcés à réfléchir à la nature la plus fondamentale de la réalité. Jusqu'à présent, nous avons couru, nous avons accéléré, nous nous sommes perdus dans les moments les plus choquants, les plus dramatiques de l'univers. Mais il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir, de se calmer et de se demander, toute cette physique vertigineuse, toutes ces mathématiques insensées, que signifient-elles pour nous?
quel est le rapport entre ces lois cosmiques et nos courtes vies sur une petite planète? Car à la fin de cette histoire, nous devons tourner le miroir vers nous-mêmes et essayer de comprendre notre propre place dans cet univers. Et ce que nous trouverons dans cette quête est peut-être le plus grand. Mais il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir, de se calmer et d'affronter cette question la plus importante. Toute cette physique vertigineuse, toutes ces mathématiques insensées, que signifient-elles pour nous? Quel est le rapport entre ces lois cosmiques et nos courtes vies sur une petite planète bleue, dans un bras tranquille de la Voie lactée? Car, jusqu'à présent, nous avons regardé vers l'extérieur. Nous avons essayé de percer les secrets de l'univers. Mais, maintenant, à la fin de cette histoire, nous devons tourner le miroir vers nous-mêmes et essayer de trouver notre propre place, notre propre sens dans cet univers. Car la plus grande inconnue de cette équation, c'est nous. Et la première vérité que nous rencontrons dans cette quête est peut-être la plus humble. Une seule réalité face à des possibilités infinies, comme nous l'a montré Richard Feynman. Même un simple photon de lumière essaie simultanément une infinité de chemins pour aller d'un point à un autre. Il vit en même temps tout son potentiel d'existence. Mais, nous, ce n'est pas notre cas. Nous n'avons qu'une seule vie, une seule ligne temporelle. Chaque choix que nous faisons, chaque chemin que nous essayons, ferme à jamais les autres possibilités infinies. Comment se fait-il que les particules les plus fondamentales de l'univers aient une liberté infinie, alors que nous, qui sommes faits de ces particules, sommes piégés dans un seul destin? C'est l'un des paradoxes les plus fondamentaux et les plus tragiques de l'existence, car cette vérité nous frappe au visage avec la fragilité et les limites de notre vie. Ces chemins que nous n'avons pas essayés, ces vies que nous n'avons pas vécues, continuent d'exister comme des possibilités au niveau quantique, tandis que nous devons avancer dans notre propre réalité singulière. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de chance d'essayer les autres chemins. Dans l'océan des possibilités infinies, nous ne sommes qu'une seule goutte, et c'est une solitude qui brise le cœur humain. Mais, c'est aussi ce qui rend la vie incroyablement précieuse. Car, parmi cette infinité de chemins, seul le nôtre est devenu réalité. Après que des milliards d'ondes quantiques se soient annulées, cette seule réalité concrète qui reste, c'est notre vie. C'est devenu ta vie. Les choix que tu as faits, le chemin que tu as parcouru, sont un miracle né du potentiel infini de l'univers. Les autres chemins sont peut-être des fantômes, mais le tien est réel. Il est tangible, il peut être ressenti. C'est pourquoi chaque instant que tu vis est en fait un trésor filtré de l'infini. Toi aussi, tu es la seule branche fructueuse de cet arbre, aux possibilités infinies. Et cela fait de toi l'une des choses les plus rares et les plus spéciales de l'univers. Et cette particularité se heurte à un deuxième paradoxe, un court instant face aux temps infinis. Du point de vue d'un photon, l'univers est un lieu sans temps. Pour lui, 13,8 milliards d'années ne sont même pas un instant. Il est au-delà du temps. Mais nous sommes les prisonniers du temps, une durée de vie moyenne de 80 ans. Comparé à l'âge de l'univers, c'est moins qu'un clin d'œil. Sur ce calendrier cosmique gigantesque, l'histoire de l'humanité ne tient que dans les dernières secondes. Ta vie est une milliseconde dans cette seconde. Comment se fait-il qu'une conscience qui comprend le temps lui-même, qui en perce les secrets,
puisse exister dans ce temps pour une durée aussi absurdement courte. C'est l'une des vérités les plus amères de l'existence, car cela signifie que nous manquerons la quasi-totalité de la grande histoire de l'univers. Nous n'avons pas vraiment vu le début et nous ne pourrons pas voir la fin. Dans des milliards d'années, lorsque les galaxies entreront en collision, lorsque de nouvelles étoiles naîtront, ou lorsque l'univers lui-même rendra son dernier souffle, nous serons partis depuis longtemps. Dans ce théâtre gigantesque, on ne nous a donné qu'un rôle de quelques répliques. Et c'est un sentiment d'éphémère qui écrase l'âme humaine. Mais, c'est aussi ce qui transforme chaque instant que nous vivons en un monument. Car le photon est peut-être intemporel, mais il ne peut pas sentir la beauté d'un coucher de soleil. Il ne peut pas expérimenter la chaleur d'une joie ou la profondeur d'une tristesse. Il existe, simplement. Mais nous vivons, parce que nous existons dans le temps. Nous pouvons accumuler des souvenirs. Nous pouvons créer du sens. Ces 80 courtes années nous offrent un cadeau qui n'existe nulle part ailleurs dans l'univers. L'expérience. Nous sommes le moyen par lequel l'univers s'expérimente, se souvient de lui-même et se donne un sens. Dans ce temps infini et vide, notre court instant peut être le seul endroit où la conscience et le sens brûlent. Toi aussi, tu es une lumière éphémère qui brille sur le fleuve infini du temps. Et cette lumière est plus significative que l'obscurité elle-même. Et cette quête de sens nous amène à notre dernier et plus grand paradoxe, la liberté de l'esprit face à l'esclavage physique. L'univers est d'une taille inimaginable. Le diamètre de l'univers observable est de 93 milliards d'années-lumière. Même la planète infernale la plus proche, JJ 486b Y, est à 26 années-lumière. Et nous sommes physiquement piégés dans cet univers. La limite de la vitesse de la lumière est pour nous un mur de prison infranchissable. Nous n'irons jamais sur ces mondes. Nous ne toucherons jamais ces étoiles. Notre biologie et les lois inflexibles de la physique nous ont liés pour toujours à cette petite planète, à cette île cosmique. Comment se fait-il qu'un esprit capable de comprendre l'univers, de voir ses coins les plus reculés, soit piégé dans un corps aussi impuissant? C'est la tragédie la plus fondamentale de la condition humaine. Car cela signifie que nos plus grands rêves resteront toujours inaccessibles. Peu importe jusqu'où nous voyons, nos pieds resteront toujours sur cette terre. Les portes de l'univers semblent nous être ouvertes, mais en réalité, elles sont toutes verrouillées et nous n'avons pas la clé. C'est une vérité qui nous rappelle de la manière la plus amère les limites du pouvoir humain. Mais, c'est aussi la plus grande victoire de l'esprit humain, car nos corps sont peut-être emprisonnés, mais notre esprit est libre. Nous ne pouvons peut-être pas aller sur ces mondes lointains, mais nous pouvons les comprendre. Nous pouvons déchiffrer leur chimie, nous pouvons calculer leurs orbites, et surtout, nous pouvons les imaginer. Des télescopes comme le James Webb sont en fait des extensions de notre esprit. Ce sont nos yeux qui permettent à notre conscience d'atteindre les profondeurs de l'univers. Notre corps est peut-être bloqué sur une île, mais notre conscience explore un océan entier. Et peut-être que le plus grand miracle de l'univers est là, qu'un être composé d'une poignée d'atomes, soumis aux règles de l'univers, puisse comprendre ces règles elles-mêmes. Toi aussi, tu es le plus grand explorateur dans cette prison physique. Ta curiosité, ton imagination sont la seule chose qui puisse voyager plus vite que la lumière. Des êtres nés de l'infini, mais piégés dans une seule réalité. Une conscience qui a une vie courte, mais qui donne un sens au temps lui-même.
et une curiosité qui conquiert l'univers mentalement tout en étant physiquement esclave. Ces trois grands paradoxes définissent notre place dans cet univers. Ils racontent à la fois notre tragédie et notre victoire. Mais est-ce ? Il semble y avoir une autre pièce dans cette équation. Une pièce qui rassemble toutes ces contradictions, qui leur donne leur sens ultime, peut-être la pièce la plus importante. Et lorsque nous comprendrons cette pièce, peut-être apprendrons-nous quelque chose, non pas sur l'univers lui-même, mais sur nous-mêmes. Et lorsque nous comprendrons cette pièce, peut-être apprendrons-nous quelque chose, non pas sur l'univers lui-même, mais sur nous-mêmes. Car le dernier et plus important paradoxe de cette équation est notre lien profond face à notre solitude cosmique. L'univers est silencieux et presque entièrement vide. Les millions d'années-lumière de distance entre les galaxies sont des océans infranchissables. Il nous faudrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre même le système stellaire le plus proche. Chaque monde que nous observons est soit un enfer bouillonnant, soit un désert gelé. Pour l'instant, à notre connaissance, nous sommes la seule conscience dans cette obscurité infinie qui pense, ressent, cherche un sens. Comment un univers aussi immense peut-il nous faire sentir si seuls ? C'est peut-être le paradoxe le plus effrayant, car il suggère que la réponse à la question « Sommes-nous seuls ?» pourrait être « oui ». Cela signifierait que le reste de l'univers ignore notre existence et qu'il en sera toujours ainsi. Peu importe à quel point nous crions, il n'y aura peut-être personne pour nous entendre. Cela place un poids incroyable sur nos épaules. Le poids d'être le seul responsable non seulement de notre propre espèce, mais peut-être de la conscience elle-même dans l'univers. Après avoir appris toutes ces informations, après avoir fait face à toutes ces réalités gigantesques, comment te sens-tu ? D'un côté, un sentiment écrasant de néant face à l'immensité de l'univers, à son indifférence et à notre petitesse insignifiante ? Ou de l'autre, un profond sentiment de respect et d'admiration pour notre capacité à comprendre cette complexité insensée. Le sentiment de faire partie de cette grande symphonie cosmique. Probablement les deux. Et c'est tout à fait normal, car c'est exactement ce que signifie être humain. C'est pouvoir porter ces deux sentiments contradictoires dans son cœur en même temps. Se sentir à la fois insignifiant et miraculeux, à la fois perdu et chez soi, car ces deux sentiments sont en fait les deux faces de la même médaille. Lorsque nous comprenons à quel point l'univers est grand, nous prenons conscience de notre propre petitesse, Hylas Meis. En même temps, le fait que notre petit esprit puisse saisir cette immensité est le plus grand des miracles. Nous sommes le point où l'univers réfléchit sur lui-même, admire sa propre beauté, et cela nous donne à la fois une responsabilité et un privilège incroyable. Alors, peu importe comment tu te sens, sache que tu n'es pas seul, car nous sommes tous les enfants de ce même paradoxe cosmique. Une seule vie née de possibilités infinies, un court mais significatif instant dans le temps infini, un esprit sans limite dans un esclavage physique, et une conscience qui s'accroche à une autre au milieu de la solitude cosmique. Nous savons maintenant que notre place dans l'univers se situe à l'intersection de ces contradictions. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, nous revenons à notre point de départ. Mais nous regardons maintenant avec des yeux différents. Nous savons maintenant que la vitesse de la lumière n'est pas seulement un chiffre, mais une clé qui définit le temps, l'espace et l'existence elle-même. En nous tenant sur les épaules de géants comme Richard Feynman, nous avons pu jeter un coup d'œil, ne serait-ce qu'un instant,
sur les secrets les plus profonds de l'univers. Ce voyage nous a laissé plus de questions que de réponses. Mais peut-être que c'est là la plus grande sagesse. Accepter que ce que nous ne savons pas sera toujours plus grand que ce que nous savons, et continuer à chercher un sens sur notre petite île, dans cet océan de curiosité infinie. Car ce que nous trouverons à la fin de cette quête, ce n'est pas une équation ultime de l'univers, mais peut-être simplement, au cours de ce voyage, nous avons vu les lois inflexibles de l'univers et notre solitude cosmique. Mais je ne vous ai pas dit la vérité la plus effrayante. Ce silence n'est pas normal. Il y a des milliards de planètes, mais aucun son. Peut-être existe-t-il un grand filtre qui les a toutes détruites. Dans notre prochain voyage, nous chercherons les réponses terrifiantes qui se cachent derrière le paradoxe de Fermi. Êtes-vous prêt à découvrir la raison de ce grand silence dans la galaxie ?